Je t'ai connu dès le berceau, petit Annius Verus, qui par mes soins t'appelle aujourd'hui Marc Aurèle. Je t'ai vu lire avec passion les écrits des philosophes, te vêtir de laine rude, coucher sur la dure, astreindre ton corps un peu frêle à toutes les mortifications des stoïques. Il y a de l'excès dans tout cela, mais l'excès est une vertu à 17 ans. Je me demande parfois sur quel écueil sombrera cette sagesse, car on sombre toujours. Sera-ce une épouse, un fils trop aimé, un de ces pièges légitimes enfin où se prennent les cœurs timorés et purs? Sera-ce tout simplement l'âge, la maladie, la fatigue, le désabusement, qui nous dit que si tout est vain, la vertu l'est aussi? J'imagine à la place de ton visage candide d'adolescent, ton visage las de vieillard. Je sens ce que ta fermeté si bien apprise cache de douceur, de faiblesse peut-être. Je devine en toi la présence d'un génie qui n'est pas forcément celui de l'homme d'État. Le monde, néanmoins, sera sans doute à jamais amélioré pour l'avoir vu une fois associé au pouvoir suprême. J'ai fait le nécessaire pour que tu fusses adopté par Antonin. Sous ce nom nouveau que tu porteras un jour dans la liste des empereurs, tu es désormais mon petit-fils. Je crois donner aux hommes la seule chance qu'ils auront jamais de réaliser le rêve de Platon, de voir régner sur eux un philosophe au cœur pur. Véronique Boudon-Milot, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeanneney. Un philosophe au cœur pur dans l'action, nous y sommes d'entrée de jeu. Dites-nous d'abord comment il a pu accéder au pouvoir, quelle a été cette filiation, qui était une filiation par adoption et non pas directement par le sang, entre le grand Adrien et notre homme, Marc Aurèle, que nous allons chérir, ou en tout cas essayer de comprendre pendant 1 heure. Oui, l'adoption était devenue un mode de transmission du pouvoir à Rome depuis Nerva. Nerva, Trajan et leurs successeurs n'avaient pas d'enfants mâles. Et cette nécessité due à la biologie s'était transformée en un bien politique théorisé de la façon suivante: le pouvoir devait revenir au meilleur. Donc Adrien avait choisi, décelé en Marc Aurèle, qu'il appelait Verus, d'ailleurs, il y fait allusion, Verus, le vrai, le véridique, le franc. Dans ce jeune enfant, Adrien avait décelé celui qui avait les qualités pour diriger l'Empire. Il avait un lien familial, déjà. L'arbre généalogique de Marc Aurèle est extrêmement compliqué, mais il devait... Nous en ferons donc l'économie. Voilà. Mais ce qui est beaucoup plus simple, c'est effectivement la lignée de l'adoption. Adrien n'a pas adopté directement Marc Aurèle, qui était trop jeune. Il a adopté Antonin et demandé à Antonin le Pieux, d'adopter à son tour Marc Aurèle et Lucius Verus, les 2 futurs empereurs qui seront associés à la tête de l'Empire au début du règne, donc bicéphale, de Marc Aurèle et de Lucius Verus. Alors situons, si vous le voulez bien, chronologiquement Adrien et son petit-fils adoptif, c'est-à-dire notre Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle, quand il voit le jour sur le mont Célius, qu'il appelle sa petite patrie, une colline au-dessus du Colisée, est entouré de l'affection des siens. Et très vite, il devient orphelin de père. Donc un enfant issu d'une telle lignée ne pouvait, pour progresser dans le monde, être introduit dans le monde romain, que devait bénéficier d'une protection. Ce fut d'abord celle de son grand-père paternel, et ensuite des futurs empereurs qui vont l'adopter, donc, comme on l'a dit, Adrien, puis Antonin. On peut observer que choisir un successeur est toujours difficile pour un homme d'action. En l'occurrence, ils le choisissent pour après leur mort, ces Antonins, ce qui... Absolument. Qui peut avoir quelques avantages. Ils ne voient pas directement les effets positifs ou négatifs de cette faveur accordée à un successeur. Oui, et d'ailleurs, quand Marc Aurèle, adopté par Antonin devenu empereur à la mort d'Adrien, donc quand Marc Aurèle rejoint la maison d'Antonin, il va y passer plusieurs années, plus de 20 ans, et il va attendre la mort d'Antonin pour
exercer le pouvoir auquel il a été destiné depuis l'enfance. Parce qu'il était trop jeune au moment où... il était trop jeune au moment de l'adoption d'Adrien. Donc il y a eu un long intermède avec Antonin le Pieux, très honoré par la mémoire collective. Oui, très honoré avec cette épithète d'Antonin le Pieux, qui a été un modèle pour Marc Aurèle. Et Marc Aurèle a devant les yeux, quand il exerce à son tour le pouvoir, le modèle d'Antonin. Et paradoxalement, et là Marguerite Yourcenar nous a laissé une image un peu trompeuse d'Adrien, Marc Aurèle ne parle pratiquement jamais d'Adrien, alors qu'il lui doit tout. Son modèle, c'est Antonin. Et les historiens se sont beaucoup interrogés sur cette damnatio memoriae d'Adrien. C'est-à-dire damnatio memoriae pour ceux rares parmi nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas latinistes? Eh bien, cet effacement de la mémoire, effacement des tablettes des historiens d'Adrien. Alors, Adrien avait fâcheuse réputation. Il était violent, acariâtre, surtout à la fin de sa vie où il était très malade. Et il mettait facilement à mort ceux qui lui tenaient tête. Et une des décisions de Marc Aurèle a été, sous son règne, même s'il n'y est pas parvenu, de ne jamais mettre à mort un seul sénateur. Ce qu'avait fait Adrien. Il a mis à mort nous y reviendrons, une chrétienne, Blandine, livrée aux lions. Mais oui, gardons cela pour tout à l'heure, si vous le voulez bien. Il est présent aussi depuis 1538, Marc Aurèle, une statue qui est une des plus célèbres qui soit, place du Capitole. Oui. Bien sûr. Alors, il est sur son cheval et il a passé l'essentiel de son règne, lui, le philosophe. Et là, c'est aussi un des paradoxes de la vie de Marc Aurèle. C'est un philosophe qui va exercer le pouvoir et qui, au lieu d'étudier ses chers livres, va être contraint de combattre aux frontières de l'Empire romain les Germains, les Quads, qui menacent l'Empire. C'est pourquoi l'un de ses bons biographes, Yves Roman, a sous-titré son livre, Marc Aurèle, de la façon suivante, « L'empereur paradoxal ». C'est un adjectif qui vous paraît bienvenu? Tout à fait. Paradoxal, un empereur de Rome qui ne séjournera que très peu de temps à Rome, qui passera l'essentiel de son temps aux frontières de l'Empire, à défendre ses frontières, un empereur malgré lui, qui, rapporte certains, a fait bien triste figure quand il a appris qu'il lui fallait diriger l'Empire, et qui a acquiescé à un destin que manifestement il n'avait pas choisi. Il faut peut-être d'emblée nous rappeler quelles sont nos sources pour connaître ce personnage. Il a ses écrits et puis il y a le regard que des autres ont jeté sur lui qui ont du coup marqué forcément le souvenir qu'aujourd'hui encore nous en gardons. Oui, alors de la main, si je puis dire, de Marc Aurèle, il y a 3 types d'écrits, des discours à ses soldats, aux sénateurs. Il y a un écrit plus personnel qui est la correspondance, qui a été longtemps pensée perdue et qui a été miraculeusement retrouvée donc au XIXe siècle. Racontez-nous ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est une histoire extraordinaire. Il y a un historien, Stengers, qui insiste beaucoup sur la part du hasard en histoire, applique notamment cette réflexion à la redécouverte de tel ou tel manuscrit de l'Antiquité, qui fait que nous avons des grandes béances et d'autres... Tout à fait. Ce qui forcément pèse d'ailleurs sur le regard. Alors évidemment, l'histoire des textes est faite de hasard, et pour qu'un écrit du IIe siècle parvienne jusqu'à nous, il faut qu'il survive à des générations de copistes, à des incendies, à des naufrages qui font que ces livres, copiés et recopiés sur des supports fragiles, puissent nous parvenir. Et là, il y a une histoire extraordinaire. Voilà. Et dans le cas de un palimpseste, c'est-à-dire un manuscrit qui a été réemployé. Donc le parchemin, la peau de mouton était chère, le velin si c'était du veau. Et alors on grattait l'écrit qui était considéré comme n'ayant plus de valeur. Et dans notre cas, c'est la fameuse correspondance échangée entre Marc Aurèle et son maître préféré, son cher Fronton. Eh bien cette correspondance a été grattée dans l'unique exemplaire qui existait, et on a écrit par-dessus un autre texte, un texte d'un concile qui était jugé beaucoup plus important pour ses lecteurs. Mais métaphoriquement, c'était la vengeance de Blandine et des chrétiens sur... On peut le voir comme ça, c'est vrai. Alors il y a un troisième texte qui est peut-être le plus fameux. Le plus personnel, certainement. Qui s'appelle Taïs et Automne, si je me rappelle un peu mon grec. Tout à fait. Écrit penser pour soi-même. Oui, et... Ta, c'est le neutre pluriel. En grec, ce sont les choses. Marc Aurèle n'a pas choisi entre écrit, pensée. Donc,
on précise quand on traduit ce titre, et c'est le choix du traducteur de retenir écrit ou pensé pour soi-même. Mais quand Marc Aurèle en parle lui-même, il utilise un autre mot grec, hypomnémata, ce sont des mémoires. Ce sont des notes, avec le double sens de ce mot grec, des notes qu'il prend pour lui-même et qui n'avaient sans doute pas vocation à être publiées. Et c'est un écrit entre le journal intime et l'examen de conscience. Il n'en est que plus intéressant. Absolument, parce que c'est sans doute là qu'est le vrai Marc Aurèle. Très intéressant, mais très difficile à aborder, parce que naturellement, il ne développe pas, il ne précise pas les allusions qui sont faites à tel ou tel événement ou telle réalité. Mais là, les érudits surviennent, dont vous-même, et vous expliquez tout ça. Il peut être intéressant de signaler en passant que ce livre en anglais a connu depuis la crise du coronavirus un très grand succès, notamment dans le monde anglo-saxon. Je peux lire qu'on en a vendu 30% de plus, comme s'il y avait un écho aujourd'hui. C'était un guide possible. Marc Aurèle, et je m'en réjouis, a trouvé de nouveaux lecteurs, mais je crois aussi plus largement que la littérature grecque, j'ose l'espérer, a aussi trouvé de nouveaux lecteurs, c'est-à-dire ce besoin de se retourner vers l'Antiquité et d'essayer de comprendre dans une période troublée, comme fut celle de l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire dans une période où on a cumulé les difficultés sociales et sanitaires, parce qu'on y fera sans doute aussi allusion, mais c'est un empire qui va être confronté à une terrible épidémie. Eh bien, effectivement, il y avait un écho là, tout trouvé pour parler à nos contemporains. Je vous remercie, madame, de confirmer que le choix de ce sujet n'est pas malvenu pour concordance des temps. Vous avez parlé de son enfance. Écoutons-le aussi, lui-même la décrire. C'est un extrait de ses pensées pour moi-même, lu par Jacques Gamblin, qui a enregistré ses pensées de façon remarquable en 2007. C'est un disque, je tiens à rendre hommage, de l'éditeur Frémaux et Associés. Je remercie les dieux d'avoir eu de bons aïeuls, un bon père et une bonne mère, une bonne sœur, de bons maîtres, de bons familiers, des parents et des amis presque tous bons, de ne m'être jamais laissé aller à un manquement envers aucun d'eux. C'est un bienfait des dieux d'avoir été subordonné à un prince, mon père, qui devait m'enlever toute vanité et m'amener à comprendre qu'on peut vivre bien à la cour sans avoir besoin de garde du corps, d'habits et de parades, de lampadaires et de statues, de tout faste quelconque. Je tiens de lui la mansuétude, mais aussi la fermeté inébranlable dans les décisions mûrement étudiées, l'indifférence à la vaine gloire tirée de ce qui se passe pour déshonneur, l'amour du travail et de la persévérance, l'attention à écouter ceux qui étaient capables d'apporter quelconque avis utile au bien public, la part toujours faite inflexiblement à chacun selon son mérite. On pourrait lui appliquer justement ce qu'on rapporte de Socrate, qu'il savait autant se priver que jouir de ces biens dont la privation rend faible la plupart des gens, tandis que la jouissance les fait s'y abandonner. Sa force enfin et son endurance, et la tempérance dans l'un et dans l'autre cas, sont d'un homme possédant une âme bien équilibrée et invincible, comme il le montra durant la maladie dont il mourut. Hommage à son père, sa mère aussi dans un autre texte. Oui, sa mère a joué auprès de Marc Aurèle un rôle très important dès la petite enfance. Une mère aimante, attentive et très cultivée, qui connaît le grec comme le latin, qui est capable d'écrire dans les deux langues et à laquelle le maître Fronton rougit d'envoyer une lettre écrite en grec, parce que lui, le maître Fronton, c'est le maître de latin, et il fera relire par Marc Aurèle les lettres qu'il envoie à la mère de Marc Aurèle pour s'assurer qu'il n'y aura pas de barbarisme. Et on voit d'ailleurs le niveau de grec auquel était parvenu Marc Aurèle, dépassant son maître. Vous parlez de Fronton ? Oui. Peut-être faut-il déjà l'introduire dans notre conversation. Alors c'est le fameux maître auquel est adressée la correspondance dont on a parlé tout à l'heure, qui a été retrouvée dans ce manuscrit palimpseste. C'est la correspondance de Fronton. Et Fronton écrivait à Marc Aurèle, qui lui répondait, et Fronton écrivait aussi à Lucius Verus, qui lui répondait, le deuxième empereur, co-empereur avec Marc Aurèle. Alors dans cette correspondance et avec Fronton, on voit quelle est la valeur d'exemple de l'éducation qui a été donnée
à Marc Aurèle. Marc Aurèle regarde agir son père, donc Antonin. Antonin l'a adopté, il l'appelle son père adoptif, et puisque Marc Aurèle n'a pas connu son père biologique, très peu. Le père biologique de Marc Aurèle étant mort à 30 ans. Alors, Marc Aurèle regarde agir Antonin, son père adoptif, et c'est une éducation par l'exemple. Marc Aurèle énumère tous les bienfaits de ceux qui l'ont guidé dans cette première éducation, et c'est parce qu'il a eu la chance d'être entouré de personnes elles-mêmes admirables, dont il a pu admirer les mérites, qu'il est, dit-il, devenu ce qu'il est devenu. Et le premier livre de ses pensées, pour lui-même, est une galerie de portraits de tous ceux qui ont joué un rôle important dans son éducation et auquel il rend hommage pour les mérites qu'il lui a été donné d'observer chez eux. Il a un précepteur, comme beaucoup de ces jeunes gens préfèrent l'éducation privée à l'éducation publique. Ce sera sans doute pendant toute sa formation. Donc il a ce qu'on appelle un tropheus, en grec, un nourricier, masculin de nourrice, et dont le rôle est très large, puisqu'il doit veiller bien sûr sur le vêtement, l'alimentation, et accompagner partout le jeune enfant, mais il doit aussi veiller à son élévation morale et être là, évidemment, choisi parmi les personnes les plus respectables pour donner à l'enfant un modèle à admirer. Et Commode, le fils de Marc Aurèle, aura aussi un tropheus qui jouera un grand rôle auprès de Commode. Moins efficace puisque c'est un personnage qui est mal tourné. Alors Commode tournera assez mal, je pense pas que la faute en soit à son tropheus, mais le tropheus restait aux côtés de ces grands personnages jusqu'à l'âge adulte. Et par exemple, le grand orateur Aelius Aristide a gardé son tropheus à ses côtés et jusqu'à la mort de ce dernier. Donc le tropheus était une sorte de père de substitution, de second père, qui jouait un rôle de protection très rapproché auprès de l'enfant. Pour restituer l'ambiance de cette enfance, de cette adolescence rare, le mieux est de vous proposer un extrait de ces fameuses lettres à Fronton, retrouvées dans ce manuscrit du 5e siècle. Écoutez cette lettre qui est lue encore par Jacques Gamblin en 2007. Je me suis attardé au lit à cause d'un petit frisson qui semble disparu. J'ai donc passé le temps de 5h à 9h, parti à lire l'agriculture de Caton, parti à écrire, moins mal qu'hier, heureusement. Puis, après avoir salué mon père, ingurgitant de l'eau miellée jusqu'au gosier et la recrachant, je me suis soigné la gorge plutôt que je ne l'ai gargarisée, car je puis le dire, je crois, d'après Novius et d'autres. Ma gorge restaurée, je me suis rendu auprès de mon père et j'ai assisté à son sacrifice. Ensuite, on est allé déjeuner. Avec quoi penses-tu que j'ai mangé ? Avec un peu de pain, pendant que je voyais les autres dévorer des fèves, des oignons et des mandoles bien marinées. Après, nous nous sommes mis à moissonner les raisins. Nous avons bien sué, bien hurlé comme des sauvages, et nous avons laissé, comme dit un auteur, pendre aux treilles quelques survivants de la vendange. À midi, nous sommes revenus à la maison. J'ai un peu étudié, et cela sans fruit. Ensuite, j'ai beaucoup bavardé avec ma petite mère, qui était assise sur son lit. Voici ce que je disais. « Que penses-tu que fasse mon Fronton à cette heure ?» Et elle, « Que penses-tu que fasse ma Gracia et notre fauvette mignonne, la toute petite Gracia ?» Pendant que nous devisions ainsi, le disque retentit, c'est-à-dire qu'on annonça que mon père s'était mis dans le bain. Rentré chez moi, avant de me tourner sur le côté pour ronfler, je déroule ma tâche. Et je rends compte de ma journée à mon excellent maître, que je voudrais, au prix de tout mon embonpoint, désirer encore plus que je ne fais. Porte-toi bien, mon Fronton, qui en tout lieu est pour moi ce qu'il y a de plus doux, mon amour, ma volupté. Qu'y a-t-il de commun entre nous ? J'aime un absent. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Un bon point, expliquez-nous ça, Véronique Boudon-Milot. Alors l'embonpoint ici était source de bonne santé. Il fallait pas forcément penser que
Marc Aurèle était obèse, c'est tout le contraire. Marc Aurèle, et là on a une tranche de vie, une scène très simple de ce qu'était sa vie dans l'entourage d'Antonin, une vie dépouillée d'artifices, la nourriture, les vêtements sont simples, la vie est simple, on va à la campagne, on vendange avec les paysans, et Marc Aurèle adore cette vie simple qu'il raconte avec une très grande proximité et vivacité à son maître Fronton dont il est éloigné. Là, Antonin a emmené Marc Aurèle à la campagne, ils vivent une vie dépouillée d'artifices comme aimait Antonin, et en même temps très respectueuse de la religion. Antonin sacrifie aux dieux, et Marc Aurèle ne manque pas de le noter. Donc on a cette éducation simple, toujours par l'exemple, et puis à la fin, cette notation à l'adresse de Fronton, et ces mots qui peuvent nous surprendre, presque d'amoureux du jeune élève à l'égard de son maître, qui, pour des Romains, n'avait rien de si surprenant qu'un jeune élève puisse tomber amoureux de son maître, même s'il faut faire évidemment la part du jeu littéraire, quand un jeune Marc Aurèle, formé à la rhétorique par Fronton, se risque à écrire à son maître, eh bien, il faut aussi qu'il puisse lui montrer qu'il a tiré le meilleur profit de ses leçons. Donc, on a un petit peu tout ça dans cette lettre. La vie simple, la rhétorique, le jeu littéraire, l'affection, l'éducation par l'exemple et l'attachement très fort qui lie Marc Aurèle à Antonin. C'est le temps de la rhétorique, on passe ensuite au temps de la philosophie, quitte à irriter un peu Fronton. Absolument, qui en nourrira quelques dépits, sinon quelques jalousies. Alors comment se passe cette mutation chez Marc Aurèle, qui nous importe directement, puisque nous nous préoccupons de comportements ultérieurs du philosophe au pouvoir ? Alors, si on se fie à une source qui est par ailleurs assez peu fiable, qui est l'histoire Auguste, Marc Aurèle serait devenu philosophe dès l'âge de 12 ans. C'est une histoire des empereurs successifs qui est exactement postérieure. Oui, qui a été rassemblée au IVe siècle sur la base de sources qui sont difficilement datables. Avec des cancans, parfois. Beaucoup. Alors, on imagine mal qu'un jeune enfant de 12 ans ait déjà été versé dans la philosophie. Quand on regarde justement la correspondance plus fiable, on a une lettre de Marc Aurèle, toujours à Fronton, et Marc Aurèle a 24-25 ans, et il lit les philosophes, et il le dit à Fronton. Et Fronton est un peu agacé par cela, car il sent que ce jeune élève lui échappe et qu'il a désormais, notamment dans la personne d'abord de Diognète, dont on parlera peut-être, et ensuite de Rusticus, donc le stoïcien Rusticus, et bien que Fronton a là des concurrents très sérieux. Et Fronton va même jusqu'à parler de Rusticus en disant oui, Rusticus qui se ferait tuer pour le petit doigt de Marc Aurèle. Donc on sent qu'il y a là une rivalité dans l'affection même de Marc Aurèle. Mais qui incarne le passage de la rhétorique à la philosophie qui est essentiel. Absolument. Rusticus, c'est celui qui est le truchement entre l'œuvre d'Épictète et notre Marc Aurèle, d'une manière qui mérite d'être éclairée. Tout à fait. Alors la rhétorique, Marc Aurèle ne l'abandonnera pas complètement parce que un empereur doit être orateur, il doit pouvoir faire des discours, mais c'est plus banal. Alors on a vu, il prend soin de sa gorge, il boit de l'eau mielée. C'est très important la parole dans la civilisation romaine. Mais il y a la philosophie. Et la philosophie, donc stoïcienne, héritée d'Épictète par le truchement de Rusticus. Épictète, il faut le situer dans la seconde partie du 1er siècle. Exactement. Donc un esclave, affranchi par son maître, est devenu philosophe, qui n'a rien écrit, mais dont l'enseignement a été recueilli, d'une part par Arien, et par Rusticus, semble-t-il, si on interprète bien ce que nous dit Rusticus, enfin ce que Rusticus dit à Marc Aurèle, qu'il avait des notes d'Épictète, prises sur l'enseignement d'Épictète. Le mot de stoïcisme vient d'un lieu et non pas d'un personnage. Oui, de la stoa, c'est-à-dire le portique, sous lequel les stoïciens avaient coutume, déjà dans l'Athènes classique, d'enseigner leurs pensées philosophiques. Donc ces philosophes qui enseignent sous la stoa et dont le fondateur est Zénon, ont eu dans la personne d'Épictète, donc comme vous l'avez rappelé, au 1er siècle, un représentant qui a beaucoup frappé les esprits par sa fermeté d'âme et par sa capacité à endurer les coups du sort. Se résigner à la nécessité, ce sera fondamental dans la Absolument. pensée de Marc Aurèle, pour ne pas y être trop soumis justement.
Exactement. Et toute la difficulté, ça va être de tenir ce moyen terme, d'atteindre ce juste milieu qui fait que, sans se soumettre à la nécessité, on sait l'accepter. Avec cette grande distinction, donc, entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et pour un homme d'action, c'est essentiel. Mais écoutons Épictète, le manuel d'Épictète transcrit par ses disciples. J'emprunte cet extrait au Nouveau chemin de la connaissance de notre chère Adèle Vendrette sur France Culture, le 26 janvier 2016. Dans les choses, il y en a qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous jugement, impulsion, désir, aversion, en un mot tous nos actes. Ne dépendent pas de nous corps, possession, réputation, postes importants, en un mot tout ce qui n'est pas un de nos actes. Ce qui dépend de nous est naturellement libre, ne connaît ni obstacle, ni entrave. Ce qui ne dépend pas de nous est faible, servile, facilement contrarié et nous est étranger. Rappelle-toi donc que si jamais tu considères comme libre ce qui est naturellement servile, et comme tien ce qui t'est étranger, tu seras entravé, tu pleureras, tu seras tourmenté, tu accuseras dieux et hommes. Mais si c'est seulement ce qui est à toi que tu penses être à toi, et si tu considères comme étranger ce qui t'est effectivement étranger, nul ne te contraindra jamais, nul ne te fera obstacle, tu n'accuseras personne, tu ne t'en prendras à personne, tu ne feras rien contre ton gré, nul ne te fera de tort, tu n'auras pas d'ennemi, car aucun tort ne pourra t'affecter. Si c'est effectivement d'aussi grand bien que tu veux obtenir, rappelle-toi qu'il ne faut pas s'y consacrer en ménageant ta peine, mais renoncer entièrement à certaines choses et en différer d'autres momentanément. Si en revanche, tu veux ces satisfactions-là, mais aussi exercer le pouvoir et être riche, si cela se trouve, tu n'atteindras même pas ces deux derniers objectifs, parce que tu auras voulu aussi le reste. Et de toute façon, tu es certain de ne pas obtenir ces biens-là qui sont les seuls, grâce auxquels se produisent liberté et bonheur. Donc, dès qu'une représentation pénible se forme, prends soin de dire aussitôt « Tu es une représentation et pas du tout ce que tu représentes ». Ensuite, juge-la d'après ces règles dont tu disposes et surtout d'après cette première règle. Est-ce qu'elle se rapporte à des choses qui dépendent de nous ou à des choses qui ne dépendent pas de nous? Et si c'est à des choses qui ne dépendent pas de nous, est sous la main la réponse. Ce n'est rien pour moi. Belle réflexion, Véronique Boudon-Milot, sur la liberté intérieure. Et quand on l'applique à un chef, Absolument. un dirigeant, la question prend une couleur spécifique. Tout à fait. Alors, il ne faut pas imaginer un Marc Aurèle qui serait résigné, qui serait déjà soumis à l'ordre du monde, sans agir sur cet ordre du monde. Pas du tout. Ce que veut faire Marc Aurèle, c'est construire une citadelle. Il le dit lui-même. Et la citadelle, c'est l'âme qui est débarrassée des passions. Donc, il faut non pas refuser, non pas acquiescer, selon que ça dépende de nous ou pas de nous. Il faut savoir faire le meilleur usage possible des choses qui nous sont données. Il y a une autre image qui est tout à fait souvent proposée dans ce que dit Marc Aurèle, c'est l'image du banquet qu'il a hérité donc d'Épictète, image célèbre, où la vie, c'est on vous passe les plats et vous êtes libre de prendre les plats ou de ne pas les prendre. Mais une fois qu'ils sont passés, il ne faut pas regretter de ne pas les avoir saisis. Et à l'inverse, si vous les avez saisis, il faut en faire le meilleur usage. Alors, c'est ce dialogue entre ce qui lui est offert, ce qu'il choisit, ce qu'il ne choisit pas, et ce dialogue éclairé, et ce choix éclairé que doit apprendre à faire le philosophe en usant du raisonnement et en s'étant débarrassé des passions. Et pour en arriver là, il faut pratiquer des exercices spirituels qui consistent donc à écrire ces fameuses pensées et qui sont autant d'injonctions, autant d'aphorismes et d'axiomes que Marc Aurèle s'exerce à écrire chaque jour pour les relire, pour y revenir et pour aligner, conformer son action à ces principes qu'il nous a laissés dans les pensées. Ce qui implique constamment une réflexion sur soi-même.
constamment, et ces exercices spirituels, dès le matin, se réveiller et se dire comment vais-je faire pour faire le meilleur usage possible de la situation qui certes ne dépend pas de moi, mais qui m'est donnée. Et ça ne dépend pas de moi, mais je dois l'accepter et je dois en faire le meilleur usage. On comprend que Montesquieu, écrivant sur Marc Aurèle, ait eu cette formule, après l'avoir lu, on a une meilleure opinion de soi-même parce que l'on a une meilleure opinion des hommes. Ça, c'est une allusion effectivement à la grande mansuétude, terme que je préférerais peut-être à celui de bienveillance, dont fait part Marc Aurèle à tous ceux qui viennent et qui l'approchent, interdisant à ses gardes de barrer l'accès à ceux qui veulent s'adresser à l'empereur et écoutant chacun et accueillant la parole de chacun, dans la mesure où pour Marc Aurèle, dans chaque homme, il y a cette humanité qu'ils partagent tous, que partagent tous les hommes sur cette terre. Et au nom de cette humanité, Marc Aurèle accepte que la parole soit donnée et que les mêmes droits, ou presque, et tout est sans doute dans ce presque, soient accordés à cette humanité, et notamment les femmes. Alors, nous allons venir aux femmes, mais d'abord, j'observe en vous écoutant que on comprend mieux pourquoi il a consacré tant de temps comme empereur à l'exercice de la justice. On est avant la séparation des pouvoirs. Il y passe, nous raconte-t-on, des nuits entières pour regarder les dossiers et pour juger juste. Tout à fait. C'est un immense travailleur. Il y passe ses jours, ses nuits. Et notamment dans ces dossiers très compliqués qu'il a à juger, évidemment il ne juge pas de tous les dossiers, mais il va juger de ceux qui viennent en appel, pourrait-on dire, et qui sont les dossiers les plus compliqués. Et en général, il rend un verdict très clément, certains lui reprochant cette clémence, au nom de principes qui sont ceux de l'égalité, de la clémence et de la bienveillance que l'on doit accorder à un homme pour lui donner cette chance, effectivement, de toujours parfaire cette humanité qu'on peut lui accorder, qu'on peut soupçonner qu'il garde en lui. Et donc, il va avoir des verdicts cléments, par exemple, pour l'affranchissement des esclaves, parce que pour lui, la liberté de l'homme à disposer de lui-même, c'est une valeur qu'il veut, bien sûr, promouvoir. Épictète est un affranchi, après tout. Épictète est un affranchi, absolument. Marc Aurèle n'ira pas jusque-là, mais la citoyenneté romaine sera bientôt accordée à tous dans l'Empire. Mais ce ne sera pas Marc Aurèle qui l'aura fait, mais il aura sans doute ouvert le chemin. Dans la ligne de ce que vous dites, on est sensible au fait qu'il s'efforce toujours de se placer à la fois comme romain et comme humain. Il écrit « La cité est ma patrie en tant qu'Antonin, la lignée des Antonins, c'est Rome, en tant qu'homme, l'univers. En conséquence, les choses utiles à ces deux cités sont pour moi les seuls biens. » La question, parfois, d'arriver à concilier l'un ou l'autre devoir, l'un ou l'autre souci. Absolument. Donc c'est citoyen romain, évidemment, mais également citoyen du monde. C'est déjà le premier citoyen du monde. C'est ce qu'on pourrait presque appeler le cosmopolitisme de Marc Aurèle, qui a un sentiment très fort d'appartenir à un monde beaucoup plus vaste que celui qu'il est chargé d'administrer, mais il appartient à l'univers, les stoïciens diraient à cette âme du monde qu'il a en partage avec tous ses concitoyens et tous ceux qui sont humains. Vous parlez des femmes, comment se comportent-ils à leur égard? Vu d'aujourd'hui, ça nous intéresse particulièrement. On note le respect pour sa mère. Alors, l'autre femme de sa vie, c'est Faustine. Il lui fait 13 enfants. Voilà, une bonne douzaine d'enfants. Ce qui est important, c'est qu'il n'y en a que 6 qui atteindront l'âge adulte, et parmi eux, un seul fils, donc le fameux Commode. Mais Faustine, pour laquelle Marc Aurèle a nourri un attachement très fort et très sincère jusqu'à la fin de sa vie. Au décès de Faustine, Marc Aurèle est très attristé et très affecté par la mort de Faustine, qui a été à ses côtés tout au long du règne. Et cette Faustine, c'était une maîtresse femme. Elle a su veiller à la fois sur l'avenir de ses enfants, leur mariage, mais c'était une femme romaine qui n'a pu sans doute donner toute sa dimension, mais c'est quelqu'un qui, dans les périodes les plus noires de l'Empire, a su réagir et sa mauvaise réputation, là aussi, qu'elle a hérité des historiens qui ont écrit après le règne de Marc Aurèle. Historiens peut-être misogynes ?
Peut-être, qui effectivement peut-être était un peu chagrin de voir que Faustine avait su, dans les heures les plus noires de l'Empire, avoir les bonnes réactions et savoir par exemple consentir à vendre ses bijoux, ses vêtements pour renflouer les caisses de l'Empire quand elles étaient vides et pour choisir avec discernement les époux de ses filles, même si évidemment elle a dû composer avec le choix de son mari. Enfin, une femme qui joue un rôle limité parce que la situation et la société était la société romaine. Eh bien, cette femme, elle a été traînée dans la boue par les historiens du règne de Marc Aurèle. On lui a prêté de nombreux amants. On la soupçonnait d'aimer les gladiateurs, de se rendre dans ses villégiatures sur la côte, en Campanie, pour se livrer à l'adultère avec les beaux pêcheurs dont elle admirait la musculature. Et on a même dit que Commode, le sanguinaire Commode, avait hérité ses instincts précisément sanguinaires, des amours adultères avec un gladiateur. C'est une occasion de rappeler que Marc Aurèle a beaucoup réfléchi à la question des rumeurs. On revient au problème des représentations. Ce qui est dit compte-t-il plus que ce qui est? Protège-toi contre les représentations. C'est un des thèmes stoïciens. Oui. Les bruits qui courent, les calomnies pour un philosophe au pouvoir, puisque c'est cela que nous considérons, voilà un devoir très, très, très éclatant que de ne pas se soumettre à tout ça. Et parfois, c'est difficile. C'est difficile, mais il a réussi, y compris dans sa vie privée, puisque toutes ces rumeurs qui couraient déjà du vivant de Faustine, il les a écartées, il n'a pas voulu les entendre. Certains mimes se moquaient en public dans des spectacles qu'il donnait du supposé amant de Faustine, et Marc Aurèle, voyant ce spectacle, afin de n'y rien comprendre, de n'y rien entendre, et n'a jamais donné suite, n'a jamais répondu à aucune de ces supposées calomnies. Une sérénité très réfléchie et qui s'enracine dans sa vision philosophique du monde. Au centre de la réflexion de Marc Aurèle, enrichi par son expérience d'empereur et par ses combats auxquels il a été condamné contre les barbares, il a été constamment à cheval, obligé de quitter Rome pour mener ses armées. Au centre, on trouve une réflexion constante sur la mort, qui n'est pas sans susciter possiblement notre réaction. Écoutez cet autre extrait des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Ici encore, il est lu par Jacques Gamblin en 2007. La durée de la vie humaine, 1 point. Sa substance, fuyante. La sensation, obscure. Le composé corporel dans son ensemble, prompt à pourrir. L'âme, un tourbillon. Le sort, difficile à deviner. La réputation, incertaine. Pour résumer, au total, les choses du corps s'écoulent comme un fleuve. Les choses de l'âme ne sont que songes et fumée. La vie est une guerre et un séjour étranger. La renommée qu'on laisse, un oubli. Qu'est-ce qui peut la faire supporter? Une seule chose, la philosophie. Elle consiste à garder son démon intérieur à l'abri des outrages. Innocent, supérieur aux plaisirs et aux peines, ne laissant rien au hasard, acceptant les événements et le sort, et surtout, attendant une mort propice à la pensée, puisqu'elle n'est rien que la dissolution des éléments dont tout être vivant se compose. Mais s'il n'y a rien de redoutable, pourquoi craindrait-on le changement et la dissolution totale? Car c'est conforme à la nature. Or, nul mal n'est conforme à la nature. Jette donc tout. Ne garde que ce peu de choses. Et encore, souviens-toi que chacun ne vit que dans l'instant présent, dans le moment. Le reste, c'est le passé ou un obscur avenir. Petite est donc l'étendue de la vie. Petit, le coin de terre où l'on vit. Petite, la plus longue renommée dans la postérité. Elle dépend de la succession de petits hommes qui vont mourir très vite et qui ne connaissent ni eux-mêmes, ni ceux qui sont morts il y a longtemps.
secours vulgaire mais pourtant efficace pour mépriser la mort. Rappeler à sa mémoire tous ceux qui s'opiniâtrent à rester en vie. Qu'ont-ils de plus que ceux qui sont morts prématurément? De toute manière, les voici maintenant gisant quelque part. Cadicianus, Fabius, Julien, Lepidus, et pareils gens qui, après avoir fait partir tant d'hommes, sont partis à leur tour. Au total, c'est une courte durée. À travers combien d'événements, avec quels gens, dans quel corps s'épuisent-elles? N'en fais donc pas une affaire. Regarde en arrière le gouffre du temps et en avant un autre infini. En lui, quelle différence entre 3 jours de vie et le triple de la durée de vie de Nestor. Nestor, c'était le grand personnage de Troie dans Homère, qui incarne la très longue durée de la vie. Alors, la vie est très courte, la mort arrive, et pourtant, cela ne justifie pas l'inaction, au contraire. Bien au contraire. Alors, c'est la philosophie là de Marc Aurèle, on voit qu'elle va lui servir à tenir à distance les événements, à les regarder de plus haut et à considérer sa propre action un peu sub specie aeternitatis, donc du point de vue de l'éternité, et à considérer que finalement, il faut se rappeler qu'on n'est pas grand-chose en ce monde. Et pour agir de façon courageuse, car le gouvernant doit être courageux, il doit aller jusqu'à ne pas craindre sa propre mort. Et cette hauteur de vue, ce courage, il va le puiser dans les exemples, dans cet entraînement, dans cet exercice qui consiste, Marc Aurèle le dit, à citer les noms de ceux qui l'ont précédé et dont le souvenir ne survivra peut-être pas à ceux qui le suivront, même s'ils se trompent là, parce qu'en écrivant cela, il nous a transmis les noms en question. C'est ce que nous conversons ce matin, de fait. Nous conversons. Mais est-ce que cette conviction, tout de même que tout passe très vite, tout est bref, oui, ne risque pas, pour un empereur, de conduire à une sorte de scepticisme quant à l'action possible? Et c'est le contraire dans son cas. C'est le contraire dans son cas, puisque là encore, tout dépend de l'utilité que l'on va tirer des événements. Et dans la mesure où on doit agir toujours du mieux possible avec ce qui nous est donné, eh bien sûr qu'on ne baisse jamais les bras. Au contraire, on se bat jusqu'à la fin, mais j'allais dire un peu sans illusion. La santé de cet homme, la santé de Marc Aurèle est intéressante. On retrouve à cette occasion un autre de vos grands hommes, Véronique Boudon-Milot, je veux dire Galien, le grand médecin auquel vous avez consacré des travaux importants et qui lui donne en particulier à boire un remède constant, votre thériaque. Oui. Qui est si curieux avec, je sais pas, une 60aine de composantes, notamment du venin de vipère, mais surtout de l'opium en fait. De l'opium et de la chair de vipère, oui. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre sur la grande question de la santé de l'homme au pouvoir? Mais d'abord que Marc Aurèle, malgré tout son détachement, quand il parle de la mort comme une simple pourriture qui ne doit pas nous affecter, malgré tout son détachement, rend grâce au Dieu de lui avoir donné la santé nécessaire pour accomplir son œuvre. Donc il est bien conscient que le gouvernant, pour accomplir correctement son œuvre, doit prendre soin de son corps. Et faut pas du tout imaginer un philosophe détaché de ces contingences-là. Oui, la philosophie, pour lui, c'est vraiment une méditation pratique sur l'action et sur les moyens de absolument. De la conduire. Il y a des réalités dont il faut, comme celle de sa propre santé, qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, Galien, le plus grand médecin de son temps, va à plusieurs reprises rencontrer Marc Aurèle, va le soigner. Marc Aurèle va charger Galien de la santé de son fils Commode, c'est dire les relations qui existent entre les deux hommes, qui parlent grec entre eux et qui se reconnaissent mutuellement comme philosophes. Tous ces hommes sont bilingues et parlent latin. Tous ces hommes sont bilingues et tous ces hommes, à ce niveau-là, partagent une culture commune philosophique. Et Marc Aurèle prend soin de son propre corps, petit corps, se baigne, fait de l'exercice. Quand il est resté trop longtemps assis à sa table de travail, eh bien se lève, va se promener, est rappelé à l'ordre par Fronton quand il n'a pas assez dormi. Fronton lui dit, mais un jardin ne peut pas toujours produire, même la nature doit se reposer, donc toi aussi, il faut que tu veilles à ton sommeil, etc. Donc il y a quand même des conseils de vie très précis qui sont donnés.
Et il y a cette fameuse thériaque, cette panacée qui avait été mise au point déjà sous Néron, par le médecin de Néron, et dont Marc Aurèle fait une consommation quotidienne. C'est son fortifiant, ce qui doit le prémunir contre à la fois le froid qu'il doit affronter. Les conditions sont très dures, de vie sous la tente, au bord du Danube, et aussi pour améliorer sa santé quotidienne. Les épreuves, en fait, ne lui ont pas manqué. Non seulement les combats avec les barbares, mais la peste qu'on a appelée Antonine, qui est une forme de variole probablement, dont il se peut qu'il soit mort. Oui, absolument. C'est une épidémie qui a été ramenée d'Orient par Lucius Verus en 166 et qui va ensuite déferler sur l'Empire par vagues successives pendant plus de 20 ans et qui va causer un nombre de morts considérable. Et notamment au cours de l'hiver 168-169, où est appelé Galien pour essayer de sauver les soldats qui sont là dans leur camp retranchés et prennent leur quartier d'hiver et qui meurent par milliers. Donc l'Empire va sortir très affaibli de cette épreuve. Les armées vont être affaiblies. Et Marc Aurèle, là encore, n'aura pas trop toute sa philosophie pour remonter le moral de ses troupes et affronter les morts, les famines, les difficultés économiques, les difficultés sociales. Toujours sa fermeté d'âme. Toujours cette fermeté d'âme, en effet. Puisque nous acheminons vers la fin de notre conversation, Véronique Boudon-Milot, je voudrais que nous braquions notre attention sur la question des relations entre Marc Aurèle et le christianisme. La philosophie de Marc Aurèle telle que vous nous la décrivez n'est pas si éloignée à bien des égards, même s'il reste continuellement attaché à l'idée de l'existence des dieux et de la nécessité des sacrifices. Sa vue du monde n'est pas tellement éloignée de celle du christianisme tel qu'il est en train de se répandre dans l'Occident à ce moment-là. Et à ce propos, écoutons ce qu'en disait Ernest Renan en 1879 dans son ouvrage Marc Aurèle et la fin du monde antique. C'est un extrait qui est lu par Jean Deschamps dans Plaisir de la lecture sur France Culture. Cette archive remonte au 14 décembre 1964. Le 2e siècle de notre ère a eu la double gloire de fonder définitivement le christianisme, c'est-à-dire le grand principe qui a opéré la réformation des mœurs par la foi au surnaturel, et de voir se dérouler, grâce à la prédication stoïcienne et sans aucun élément de merveilleux, la plus belle tentative d'école laïque de vertu que le monde ait connue jusqu'ici. Ces deux tentatives furent étrangères l'une à l'autre, et se contrarièrent plus qu'elles ne cédèrent réciproquement. Mais le triomphe du christianisme n'est explicable que quand on s'est bien rendu compte de ce qu'il y eut dans la tentative philosophique de force et d'insuffisance. Il en sortit ce livre incomparable, où Épictète était surpassé, ce manuel de la vie résignée, cet évangile de ceux qui ne croient pas au surnaturel, qui n'a pu être bien compris que de nos jours. Véritable évangile éternel, le livre des pensées ne vieillira jamais, car il n'affirme aucun dogme. L'évangile a vieilli en certaines parties. La science ne permet plus d'admettre la naïve conception du surnaturel qui en fait la base. Le surnaturel n'est dans les pensées qu'une petite tâche insignifiante qui n'atteint pas la merveilleuse beauté du fond. La science pourrait détruire Dieu et l'âme, que le livre des pensées resterait jeune encore de vie et de vérité. La religion de Marc Aurèle, comme le fut par moments celle de Jésus, est la religion absolue. Celle qui résulte du simple fait d'une haute conscience morale placée en face de l'univers. Elle n'est ni d'une race ni d'un pays, aucune révolution, aucun progrès, aucune découverte ne pourront la changer. Il y a là un rapprochement qui est digne d'intérêt et qui pourrait se fonder sur certains extraits de Marc Aurèle qui sonnent presque chrétiens quand il dit par exemple que le propre de l'âme raisonnable c'est aussi l'amour de son prochain et qu'il faut aimer même ceux qui vous offensent tout en faisant son petit métier, je le cite, qui rejoint au fond ce que la tradition chrétienne devait appeler plus tard le devoir d'État, chez François de Sales ou chez d'autres. Il évoque aussi le fait que toutes les choses sont entrelacées entre elles dans un seul monde qui embrasse tout, avec un seul Dieu répandu partout,
une seule substance, une seule loi, une seule raison commune à tous les êtres intelligents. C'est dans les pensées pour moi-même. Tout à fait. On a la conscience, là, très profonde d'appartenir à un tout et de partager avec l'humanité qui nous entoure des liens très proches. Alors c'est vrai, là encore, il y a un paradoxe. Comment se fait-il que le stoïcisme, avec ses valeurs, ses représentations, n'a pas épousé le christianisme? Alors il y a quand même une grande différence. C'est que le stoïcisme ne croit pas à la vie éternelle, à la vie après la mort. Il y a un matérialisme là de la pensée de Marc Aurèle à la mort qui est pourriture. Nous avons entendu des textes tout à fait éclairants à cet égard. Exactement. Donc là, on a un point de rupture très important. Et puis, on a aussi au départ, parce qu'il y a une tâche quand même à la fin du règne de Marc Aurèle, c'est l'affaire de Blandine, on va y venir. Mais avant cela, Marc Aurèle a toujours fait part d'une grande indulgence vis-à-vis du christianisme. Et la jurisprudence, en fait, depuis Trajan, était si personne ne dénonce les chrétiens, on s'en occupe pas. Et les gouverneurs dans les provinces avaient beaucoup plus de problèmes, eux, à gérer que Marc Aurèle à Rome. Donc, ce sont les gouverneurs qui demandaient à l'empereur, comme Pline avait pu le demander à Trajan, que dois-je faire quand on m'apporte et quand on me dénonce des chrétiens? Et Marc Aurèle est très embarrassé, très embêté avec cette affaire-là. Il voudrait bien laisser les chrétiens faire ce qu'ils ont à faire. Mais il y a Blandine. Alors, il y a Blandine à Lyon. Blandine, à Lyon. À Lyon. Alors, on est en 177 et c'est la fête des confluences à Lyon. Et il y a des jeux, il y a des cérémonies. Et voilà, les chrétiens de Lyon ne veulent pas rendre de culte à l'empereur. Et là aussi, on arrive à un point où une extrémité à laquelle l'empereur ne peut pas ne pas répondre, ne peut pas ne pas réagir. Rendre un culte à l'empereur, c'est affirmer l'unité de l'empire et que tout citoyen dans cet empire se reconnaisse comme lui appartenant. Le même choc était survenu précédemment avec les Juifs à Jérusalem. Ça s'était aussi très très mal passé sous Vespasien. Et là, pour les chrétiens, Marc Aurèle affronte de nouveau la difficulté. Et ce qui se passe à Lyon à ce moment-là, c'est que donc, lorsque les chrétiens refusent de rendre le culte à l'empereur, ils sont donnés aux lions dans l'arène. Alors paraît-il que les lions ne mangent pas Blandine la première fois, mais enfin on va affamer les lions et finalement ils vont tous être dévorés, Blandine et les autres. Mais le problème que parmi les autres et pour la première fois, il y a à Lyon des citoyens romains. Et ça c'est la première fois. Blandine était une esclave, Blandine était une femme. Elle pouvait mourir, mais parmi ses compagnons, parmi ses chrétiens, il y avait des citoyens romains. Donc il y avait là une menace pour l'Empire venant de ces chrétiens qui refusaient de rendre un culte à l'empereur. Et donc, Marc Aurèle a-t-il donné vraiment l'ordre de faire mourir Blandine? Il était à Rome. Dans les Gaules, il y avait un gouverneur, mais il l'a su et il ne pouvait pas ne pas consentir, malheureusement pour lui et malgré toute sa philosophie. Malheureusement pour elle. Et malheureusement pour elle, en premier lieu. Merci de le rappeler. Eh bien, nous allons laisser notre philosophe au pouvoir, en continuant de nous interroger sur ce qu'il peut encore avoir à nous dire. Et en somme, vous confirmez qu'il a beaucoup à nous dire. Oui, il a beaucoup à nous dire et Platon l'avait bien vu. C'est peut-être par Platon qu'on peut terminer. Pour Platon, même s'il ne le disait pas à propos de Marc Aurèle, eh bien, on en a l'illustration qu'il faut que les gouvernants soient philosophes ou que les philosophes soient gouvernants. Eh bien, nous allons chercher des philosophes gouvernants pour l'avenir de la France. Merci beaucoup. Votre ouvrage, Véronique Boudon-Milot, s'appelle Marc Aurèle, paru aux presses universitaires de France en 2020. Je cite aussi, je tiens à citer les deux biographies importantes de Marc Aurèle, celle d'Yves Roman, Marc Aurèle, l'empereur paradoxal, Payot, 2013, et celle de Benoît Rossignol, Marc Aurèle, Perrin, 2020. Et puis vous avez publié un livre important sur votre cher Galien de Pergame, le grand médecin avec Hippocrate de l'Antiquité, Les Belles Lettres, 2012, une biographie. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée, mise en onde par Yaël Mandelbaum.
avec Stéphane Beaufils à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Anne Delaveau pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.